Alors, bonjour tout le monde. Tout le monde n'a pas pu se rendre présent malgré que l'information était passée, mais c'est pas grave. On va faire avec ceux qui sont présents. Alors, en effet, vu l'indiscuté de certains, on va enregistrer cette séance-là pour que ceux qui ne pourront pas suivre puissent visionner. Voilà. Alors, à la suite du chapitre 1, du chapitre, sinon du module 1, du module 2 et du module 3 qu'on a vu, nous abordons aujourd'hui le module 4 qui va nous parler du réseau dans Azure. Alors, donc, on parlera de ce qu'on appelle réseau virtuel ou en anglais Virtual Network. Alors, c'est quoi un réseau virtuel dans Azure? Le réseau virtuel dans Azure n'est que une représentation symbolique de votre LAN. Alors, donc, il faut faire la différence. C'est pas parce que c'est sur le cloud que c'est forcément Internet. C'est aussi un réseau privé, puisque, comme on l'a vu tantôt, Azure même, qui est un ensemble de data centers interconnectés entre eux par un réseau mondial de fibres optiques propre à Microsoft. Donc, c'est un réseau privé. Donc, le Virtual Network qu'on va voir aujourd'hui, c'est une représentation d'un réseau privé, simplement, à l'intérieur duquel on pourra créer des sous-réseaux, interconnecter nos équipements. Voilà. Mettre également des firewalls, même chose comme on le fait on-prem. Mais sauf que là, nous nous trouvons dans une situation, je peux dire, du cloud. C'est tout. Voilà. Donc, nous allons, du point de vue, euh, je veux dire concrètement, voir comment configurer les réseaux virtuels, comment configurer des groupes de sécurité, la configuration du DNS pour ces 3 points, et ensuite, vous aurez un lab pour pouvoir passer en revue tous ces points. Donc, la configuration des réseaux virtuels. Notez que le réseau virtuel est une représentation logique de votre propre réseau. Et quand on dit votre propre réseau, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit c'est la même chose comme on-prem. Voilà, il n'y a pas de différence. Les mêmes plages d'adresses utilisées dans les réseaux privés, ce sont les mêmes plages d'adresses qui seront utilisées là-bas. Voilà, les mêmes protocoles, ainsi de suite. Donc, on peut créer un réseau virtuel comme on veut, quand on veut, pour n'importe quel usage. Très important. Et notez que le réseau virtuel que nous créons dans le cloud, c'est-à-dire dans Azure, peut être interconnecté à un autre réseau virtuel également dans le même cloud Azure, peut être aussi interconnecté à notre réseau local. Voilà. Là encore, je vous rappelle tout à l'heure, comme je le disais, que le réseau virtuel, c'est une représentation logique de votre propre réseau. Donc, c'est aussi un réseau privé, mais cette fois-ci dans le cloud. Donc, on peut l'interconnecter avec un autre réseau privé. Donc, vous avez chez moi un réseau privé on-prem que vous pouvez interconnecter avec un réseau virtuel qui est aussi un réseau privé, mais cette fois-ci dans Azure. Voilà. Cela nous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle l'extension du réseau. Donc, si vous avez une infrastructure on-prem, c'est-à-dire que vous avez un data center au plateau, dans un immeuble quelque part là-bas, le réseau privé qui est utilisé peut être étendu dans Azure. Voilà, simplement, puisque ce sont les mêmes plages d'adresse IP privées. Donc, si au plateau, vous utilisez du 10.10.00/16, vous pouvez prendre une partie de ce réseau-là que vous allez prendre pour, je peux dire, connecter vos équipements qui sont dans Azure. Voilà. Si c'est du 192.168 aussi, la même chose. Voilà. Donc, vous allez interconnecter les deux. C'est comme si on avait deux réseaux privés
on-prem qu'on interconnecté. C'est comme je l'ai dit, ce sont les mêmes technologies qu'on va utiliser pour interconnecter. Voilà. On aura besoin, par exemple, d'un tunnel VPN, voilà, tout ce que vous connaissez. Mais Azure a aussi des solutions nouvelles, moins coûteuses, voilà, qui facilitent les interconnexions aussi. Voilà. Donc, en interconnectant le réseau privé virtuel qui est dans Azure et un réseau privé on-prem, vous vous trouvez dans un scénario hybride. Voilà. Et c'est ce qui sera beaucoup utilisé aussi par certaines entreprises. Alors, comment on crée un réseau virtuel? C'est aussi simple, hein, comme vous le savez aussi dans Azure. Voilà. Vous cherchez à travers le portail Virtual Network. Une fois que la console s'ouvre, vous allez créer votre réseau virtuel, simplement. Voilà. Donc, lors de la création, il faut indiquer l'abonnement, c'est-à-dire que quel est le compte sur lequel vous serez facturé pour la création de ce réseau. Vous devez préciser également la ressource groupe, pardon. Il faut forcément que chaque ressource que vous créez dans Azure appartienne à un groupe. Voilà. Vous devez donner son nom. Ici, le nom c'est VNet2. Et vous devez indiquer la région. Alors, la région doit être la même que là où vous avez choisi de mettre, je vais dire, toutes vos données. Donc, vous ne pouvez pas choisir de mettre, par exemple, votre infra dans le data center de Paris Sud, pardon, je dis de France Sud, et puis, lors de la création de votre réseau, vous partez choisir États-Unis. Il n'y a pas de cohérence. Vous allez rencontrer tous les problèmes du monde. Le réseau virtuel doit être au même emplacement que le data center qui a été choisi pour abriter toute notre infra. Voilà. Et ce qui est intéressant dans Azure, dans le réseau virtuel Azure, lorsque vous créez le réseau virtuel par défaut, un subnet par défaut vous est proposé. Voilà. Et à vous, soit de conserver ce subnet, de le renommer, de le supprimer ou d'en créer d'autres. Mais il y a une intelligence artificielle qui est active, qui fait que même quand tu es en train de créer un second subnet, il va calculer automatiquement, hein, les différentes plages d'adresse que tu vas indiquer et il va te dire s'il y a ce qu'on appelle l'overlap, c'est-à-dire que s'il y a des chevauchements entre les différentes plages, ainsi de suite. Voilà. Donc, tant que c'est pas correct, la création ne passe pas. Voilà. C'est ce qui est bon. On ne te laisse pas créer et puis dans l'utilisation, ils vont te sortir plein d'erreurs. Non. Tant que c'est pas correct, la création ne passe pas. Donc, en termes de sous-réseau, nous avons trois types de sous-réseaux que vous devez savoir. On a les sous-réseaux ordinaires, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire de subnet 0, 1 et 2, qui nous permettent de pouvoir interconnecter nos équipements, c'est-à-dire que nos VM et d'autres équipements. Et on a ce qu'on appelle Azure Bastion Subnet, qui est un subnet particulier qui est utilisé pour sécuriser les connexions d'administration vers les serveurs. Et on a la Gateway Subnet, qui est aussi un subnet particulier qui sera utilisé pour faire du routage. Donc, voici les trois types de subnets que vous devez savoir. Et chaque fois que vous créez un subnet, vous lui donnez un nom. Mais concernant le bastion et la gateway subnet, ce n'est pas vous qui donnez le nom. Parce que dans chaque réseau virtuel, on ne peut avoir qu'un seul bastion, on ne peut avoir qu'un seul gateway subnet. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme les gateway systems qui viennent avec le réseau virtuel que vous créez. Mais si vous ne les utilisez pas, ils ne vont pas apparaître. C'est lorsque vous demandez, voilà, que Azure va les activer. Donc, on vous donne également
le nombre d'adresses IP disponibles pour chaque subnet que vous créez. Mais notez que ici, il y a une particularité, c'est que on-prem, quand on crée un subnet ou bien on prend une plage d'adresse réseau, il y a ce qu'on appelle l'adresse réseau qui n'est pas utilisée. On a ce qu'on appelle l'adresse de diffusion ou bien le broadcast qui n'est pas aussi utilisé. Donc, c'est comme si on perdait deux adresses IP. Chez Azure, c'est plus que ça. En plus de ces deux adresses IP, on a trois autres adresses IP qui sont utilisées en background par le système Azure pour tout le fonctionnement. Donc, du coup, quand vous créez un subnet et que vous définissez le max sous-réseau, il faut pour que vous ayez en tête que vous allez perdre 5 adresses IP. Ce n'est pas 2, mais 5. Voilà. Il faut tenir compte de ça lorsque vous définissez vos max sous-réseau. Voilà. En termes d'adresse IP, il faut noter également que on a, bon, là on le sait, hein, on a ce qu'on appelle l'adressage IP privé et on a l'adressage IP public. L'adresse IP privée va être utilisée en interne pour adresser, sinon pour connecter nos équipements, nos ressources. Et l'IP public va être utilisé pour connecter soit nos ressources vers le monde extérieur, c'est-à-dire que vers Internet, par exemple. Voilà. Donc, avec Azure, une ressource peut porter, par exemple, sur sa carte réseau et une adresse IP privée et une adresse IP publique. Voilà, c'est possible sur la même carte réseau. Avec Azure, l'adresse IP publique doit être créée. Voilà, doit être créée. C'est-à-dire que si, lors, par exemple, de la création d'un serveur, vous aurez besoin d'accéder à ce serveur depuis l'extérieur et que depuis Internet, il faut forcément indiquer une adresse IP publique sur la carte réseau. Maintenant, cette adresse IP publique, vous devez lui donner un nom. Vous devez indiquer un certain nombre de paramètres en IPv4, IPv6, de base standard. Voilà. Est-ce que cette adresse IP doit être globale? C'est-à-dire que elle sera disponible pour toi dans tout le système Azure ou bien ça doit être localisé seulement dans une région? Parce qu'il y a des adresses IP qui sont globales, il y a des adresses IP qui sont localisées dans les régions. Est-ce que cette adresse IP doit être dynamique, c'est-à-dire que Microsoft peut la changer à tout moment, ou bien vous voulez une adresse IP statique qui vous sera dédiée? Donc, tout ça rentre dans le prix de l'adresse IP publique que Microsoft va vous donner. Voilà. Donc, vous devez regarder tous ces paramètres et vous créez votre adresse IP qui va être utilisée. Ce n'est pas seulement pour les VM, hein. Voilà. Même dans le cadre, par exemple, des firewalls, on aura besoin d'adresse IP. Dans le cadre, par exemple, des load balanceurs qui ont une patte externe, hein, qui permet de recevoir des requêtes depuis Internet, on aura également besoin d'une adresse IP publique, hein. Dans le cadre, par exemple, des routeurs qu'on va utiliser pour faire nos interconnexions, on aura aussi besoin d'adresse IP publique. Donc, l'utilisation de l'adresse IP publique ne se limite pas seulement dans le cadre des serveurs et des VM, hein, qui nécessiteront peut-être un accès depuis l'extérieur, mais tout équipement, hein, qui aura une patte à l'extérieur, ou bien qui autorisera un accès depuis Internet, il lui faut obligatoirement une adresse IP publique. Alors, l'adresse IP publique peut être associée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une machine virtuelle sur sa carte réseau. Pour un load balanceur en frontal, c'est-à-dire que sa patte externe, pour une passerelle VPN. Ici, notez que la passerelle VPN représente un peu notre routeur, donc pour sa patte externe, bien sûr.
ou une application gateway qui est un peu comme un load balanceur, mais côté applicatif. Donc, vous voyez que l'association de l'adresse IP est la même que sur un load balancer standard, c'est-à-dire en frontal. Voilà. Donc, voici un peu dans les différents cas où on peut associer une adresse IP publique. Pour l'adresse IP privée, elle peut être associée à la carte réseau, comme on le sait. Elle peut être également associée à un load balancer, mais qui n'a pas de connexion depuis l'extérieur. Elle peut être aussi associée à une application gateway qui n'a pas de connexion depuis l'extérieur aussi. Voilà. Donc, vous aurez dans le lab un exercice qui vous permettra de voir comment on crée un réseau virtuel dans Azure, configurer les sous-réseaux, ainsi que créer une adresse IP publique. Alors, dans le cadre du réseau également, en termes de sécurité, nous avons ce qu'on appelle les Network Security Group, ou bien en français, groupe de sécurité réseau, qui se comportent comme des ACL. Donc, dans ce cas, il faut implémenter les groupes de sécurité réseau pour limiter le trafic réseau aux ressources dans votre réseau. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas que, par exemple, on puisse faire une connexion RDP sur, par exemple, une VM, vous pouvez l'interdire au niveau de la Network Security Group. Il y a plein de mesures de sécurité comme ça qu'on peut implémenter à travers le NSG. Donc, il y aura des règles entrantes comme des règles sortantes. Donc, deux parties dans le Network Security Group, un peu comme les ACL. Donc, les règles de flux sortant, les règles de flux entrant. Et les NSG peuvent être associées soit à la carte réseau d'une machine ou bien au subnet. Donc, si vous l'associez au subnet, les paramètres que vous appliquez, que vous définissez plutôt, vont s'appliquer à toutes les ressources qui sont connectées à travers ce subnet-là. Si c'est la carte réseau, ça s'applique seulement à la machine hein, à, à, à qui appartient plutôt cette carte réseau. Donc voilà un peu ce que le NRG peut faire. Donc, comme je l'ai dit, on a deux parties. On a les règles de sécurité de trafic entrant et sortant. Alors, notez qu'à l'examen, il y a toujours une question sur ça. Donc, il faut faire très attention. Alors, les règles de sécurité dans le NSG vont nous permettre de filtrer, comme je l'ai dit, le trafic. Donc, si je veux autoriser du HTTP en entrée, je vais mettre ma règle dans la partie hein, règle de sécurité du trafic entrant. Je définis la priorité, le nom de ma règle. HTTP, on sait très bien que c'est du 80 ou bien 80-80. J'indique le protocole, c'est HTTP, la source, la destination, l'action hello pour dire autoriser, deny pour dire refuser. Donc, il faut faire très attention, surtout à la priorité de la règle, parce que les règles, l'application des règles commence par les priorités avec un nombre moins élevé. Donc, par exemple, si on prend le cas qui est devant nous là, le 100 va s'appliquer d'abord avant ceux qui sont en dessous. Voilà. Donc, on commence par les priorités les plus élevées, c'est-à-dire où le nombre est petit. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc, plus le nombre est petit, la priorité est élevée. Donc, ici, on a 100. Mais s'il y avait une autre règle où on avait 1,
ça s'appliquerait avant le 100. Voilà, comprenez ça comme ça. Et vous voyez toujours en dernière position, deny all. Donc, il faut positionner ta règle de sorte à ce qu'elle soit applicable. Pour ne pas que la dernière règle deny all plus comment on appelle ça, l'interdit. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Donc, on a ce qu'on appelle les règles par défaut qui existent déjà. Donc, on a trois, le 65 000, 65 001 et 65 500 qui existent dans les deux cas, en entrée comme en sortie. Et c'est au-dessus de ces règles par défaut que nous ajoutons nous-mêmes nos propres règles. Voilà. Donc, ici, on a, comme je l'ai dit, on sait que la NRG s'applique à deux niveaux, niveau subnet et niveau 4 réseaux. Si j'ai une règle qui s'applique, par exemple, au niveau de NRG2, qui s'applique sur le sous-réseau, le subnet, et dans cette règle, j'ai un paramètre, par exemple, comme par exemple RTP, qui est deny. Et dans le NRG1 qui s'applique à la carte réseau, on a le même paramètre, c'est-à-dire le RTP qui est low. Qu'est-ce qui va se passer? Le deny, le même paramètre est deny sur la carte réseau, c'est hello sur le subnet, ou vice-versa. C'est-à-dire que c'est hello sur le subnet et c'est deny sur la carte réseau. Donc, il faut noter que dans ces cas, c'est la règle la plus restrictive, c'est-à-dire que là où c'est deny qui l'emporte. Donc, pour que une règle s'applique, il faut qu'elle soit autorisée aux deux niveaux. Voilà. Ça ne peut pas être autorisé sur la carte réseau et puis deny sur le subnet et puis ça va passer. Non. Donc, il faut que la règle soit autorisée dans les deux sens, sur la carte réseau et sur le subnet pour que ce soit autorisé. À partir du moment où, à un niveau, c'est deny, c'est que c'est deny pour tous. C'est comme ça. Donc, ça obéit aussi à un principe qui dit que lorsque un principe de sécurité s'applique avec deux valeurs différentes, c'est la valeur la plus restrictive. Voilà, qui l'emporte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça aussi, on peut vous interroger là-dessus à l'examen. Alors, comment on crée une règle au niveau du NSG? Donc, tu vas sur la NSG, tu fais ajouter une règle, tu indiques la source, tu indiques les ports, si tu veux, la destination, s'il y a des services que tu veux préciser, pour la destination, s'il y a des plages de port aussi que tu veux préciser pour la destination, tu indiques également les protocoles. Allô? Tu indiques aussi si c'est autorisé ou bien c'est deny. Et il faut indiquer tout ça pour que la règle soit complète. Et la chose la plus importante, comme j'ai eu à le dire, c'est la priorité. Donc, si vous définissez votre priorité et cette priorité-là vient en dessous d'une règle qui deny, automatiquement, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, vous devez définir la priorité en fonction des règles existantes d'abord. Voilà. Donc, si ici, ils ont mis 10-10 comme priorité, cela sous-entend que avant 10-10, il n'y a pas une règle qui peut interdire hein,
l'autorisation de HTTP. C'est très important, la priorité. Nous avons aussi ce qu'on appelle les groupes de sécurité d'application, Application Gateway Security. Ils ont le même fonctionnement que le NSG, mais sauf que ici, c'est au niveau applicatif, c'est tout. Voilà. Donc, eux, ils vont permettre d'autoriser soit l'accès à des applications ou bien à des serveurs sur un certain nombre de ports bien précis. Donc, on peut dire, bon, hello, toute connexion, autoriser toute connexion venant d'Internet vers le serveur web. Mais il faut que ces connexions-là viennent avec soit le port 443 ou bien 80. À part ces deux, toute demande de connexion qui n'utilise pas ces ports ne sera pas autorisée. Donc, c'est un peu ça. Donc, lui va définir les règles pour contrôler le flux de trafic vers des serveurs ou bien des applications. Vous aurez également un autre exercice dans le lab qui vous permet de créer un groupe de sécurité réseau et puis de voir les règles de trafic sortant et les règles de trafic entrant. Alors, concernant le DNS, notez que lorsque vous souscrivez, vous souscrivez pour la création de votre tenant dans Azure, automatiquement Microsoft met à votre disposition un certain nombre de DNS déjà qui existe dans son environnement que vous pourrez utiliser. Voilà. Donc, lorsqu'on vous crée un tenant, par défaut, ce tenant-là va porter la terminaison, c'est-à-dire que l'indicatif de domaine de fin sera, enfin, votre nom de domaine .onmicrosoft.com. Donc, si c'est chez moi, c'est Fitech, j'aurai fitech.onmicrosoft.com. Voilà. Si c'est chez M. Bakayoko, j'aurai bakayoko.onmicrosoft.com. Si c'est chez M. Oufoué, j'aurai oufoué.onmicrosoft.com. Si c'est chez M. Thanos, j'aurai thanos.onmicrosoft.com. Si c'est chez M. DA, j'aurai da.onmicrosoft.com. Donc, notez que toutefois que vous demandez un tenant, de base, Microsoft va associer votre nom de domaine à lui-même son nom de domaine qui gouverne les tenants. Et ce nom de domaine qui gouverne les tenants, c'est onmicrosoft.com. Donc, c'est comme si le nom de domaine complet de votre tenant sera comme un sous-domaine de ce domaine principal qui est onmicrosoft.com. Voilà. Mais, on a la possibilité de customiser. La customisation, c'est-à-dire que vous devez ajouter votre nom de domaine propre. Par exemple, chez moi, c'est fitech-it.ci. Donc, pour ajouter ce nom de domaine propre à mon espace, sinon à mon tenant, ou bien pour que je puisse l'utiliser pour les résolutions de noms dans Azure, il faut que je l'ajoute. On appelle ça customisation. Et pour l'ajout, c'est pas aussi compliqué. Voilà. Vous faites customisation. On va vous demander d'indiquer le domaine et Azure va vous demander d'aller créer des enregistrements chez votre hébergeur. Et une fois que ces enregistrements sont créés, Azure va les checker. Une fois que c'est bon, validé, et puis votre nom de domaine propre sera ajouté à votre environnement. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et le fonctionnement des DNS dans Azure est un peu à l'identique de ce qu'on connaît on-prem. Donc, on a aussi des zones DNS. Les zones vont héberger des enregistrements DNS. Voilà. Donc, si vous créez une zone DNS, tous les équipements, toutes les applications, tous les services qui vont tourner dans votre environnement auront des enregistrements dans cette zone-là. Voilà. Donc, il faut t'arranger pour que tu n'aies pas plusieurs zones avec le même nom. Voilà.
Mais si cela arrive, comme Microsoft le dit, on dit quand plusieurs zones partagent le même nom, chaque instance reçoit des adresses de serveurs de noms différents. Donc, il est mieux d'avoir une seule zone dans votre espace. Voilà. Alors, on a plusieurs types d'enregistrement. Hein. Plusieurs types d'enregistrement qu'on peut avoir. On a les enregistrements de type A, hein, de type 4 fois A pour enregistrer les machines. CNAME pour les alias. On a MX pour les serveurs de messagerie. Quand vous voyez l'enregistrement SOA, Staff of Authority, il permet d'indiquer le tout premier serveur DNS de votre environnement. Donc, si vous voyez un serveur en face duquel vous avez SOA, c'est que c'est le tout premier serveur DNS de votre environnement. Vous avez également le NS, Name Server, qui indique tous les serveurs DNS. Donc, si vous avez 1000 serveurs DNS, quand vous allez ouvrir votre fichier de zone, vous allez voir tous ces serveurs DNS avec en face le type d'enregistrement NS. Voilà. Il y a beaucoup d'enregistrements, mais notez ça. Et comme je vous l'ai dit, Microsoft va vous fournir 4 DNS. C'est gratuit, hein? Bon, pas gratuit, c'est-à-dire que ça fait partie de ce que vous payez. Voilà. Donc, soit vous l'utilisez, vous les utilisez, ou bien vous-même, vous en créez d'autres. Bon, mais il est mieux de les utiliser. Donc, le premier va s'appeler NS1, le deuxième NS2, NS3 et NS4. Voilà. Que vous allez utiliser pour pouvoir faire toutes vos résolutions. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre zone, vous pouvez ajouter des enregistrements. Comme je l'ai dit, ici, par exemple, on donne l'exemple sur l'enregistrement de type A, mais on en a de plusieurs. Voilà. Alors, comment les résolutions DNS se passent? Alors, ce n'est pas différent de on-prem. C'est-à-dire que si une machine veut communiquer avec une autre, les machines ne connaissent pas les noms. Comme nous, les humains, on utilise, hein, par exemple, VM1, tout ça, les machines ne connaissent pas ça. Ça, c'est le langage humain. Les machines ne connaissent que des codes, à la limite même des variations des courants. Donc, il faut que la machine s'adresse à un serveur DNS pour que le serveur DNS puisse lui donner l'adresse IP de son correspondant avant de pouvoir communiquer avec ce correspondant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même on-prem. Donc, une machine qui est dans un réseau où il y a un serveur DNS, chaque fois qu'elle voudra communiquer avec un équipement connecté, va s'adresser d'abord au DNS pour avoir l'adresse IP de cet équipement d'abord avant de lui adresser une communication. Voilà. Ça a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Donc, à la fin, vous aurez un lab pour implémenter des réseaux virtuels. Donc, il y aura plusieurs tâches. Comme je l'ai dit, la première tâche, vous allez créer un réseau virtuel. Deuxième tâche, déployer des machines virtuelles dans le réseau. Troisième, configurer une adresse IP privée et publique pour les machines virtuelles. Quatrième tâche, configurer les groupes de sécurité réseau qu'on a vu. Cinquième tâche, configurer un DNS en Azure pour la résolution des noms en interne, c'est-à-dire qu'avec la création d'un fichier de zone et puis vous ajoutez vous-même des enregistrements. Sixième tâche, configurer Azure DNS pour la résolution des noms externes. Donc, quand on parle de noms externes, ce sont des machines ou des équipements qui ne sont pas dans notre réseau en interne. Voilà. Donc, je vous prie de bien sûr exécuter ces labs-là pour vous permettre une compréhension parfaite du module. Alors, à toute fin utile également, je suis là.
si lors de l'exécution de là, vous rencontrez quelques soucis, vous n'avez qu'à me recontacter et puis voilà, c'est fait. Donc, merci. Sur ce, si vous avez je peux dire. Ok, donc nous continuons avec le module 5 pour l'administration des différentes solutions d'interconnexion. Alors, donc, notez que après la création des réseaux virtuels, on a la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, d'interconnecter notre réseau virtuel avec d'autres réseaux virtuels ou bien d'interconnecter notre réseau virtuel avec un réseau privé on-prem. Voilà. Donc, du coup, nous allons voir quelles sont les solutions que Azure nous offre pour pouvoir interconnecter nos différents réseaux. Donc, Azure nous propose ici quelques solutions pour interconnecter nos réseaux. Donc, une première solution pour interconnecter d'abord des réseaux virtuels entre eux et puis une autre solution de sécurité qui permettra de contrôler l'accès depuis un réseau. Alors, donc, concernant les interconnexions, la solution VNet Peering. Donc c'est une connexion pointe à pointe entre deux réseaux virtuels. Donc, on ne peut pas faire une connexion à trois. Non, c'est toujours de un à un autre. C'est très important de noter ça, peering. Donc, on a deux types de peering. On a le peering global, c'est-à-dire que là, on a des réseaux virtuels qui viennent de différentes régions. Azure, donc je peux avoir un réseau virtuel aux États-Unis, un autre réseau virtuel peut-être en Inde, et que je veux les interconnecter en utilisant le peering. Dans ce cas, on parlera de peering global. Peering global. Maintenant, si j'ai des réseaux virtuels à l'intérieur d'une même région, donc j'ai deux réseaux virtuels à l'intérieur de la région, par exemple, des États-Unis Est, on parlera de peering régional. Voilà. Oui, Bakayoko. Oui, monsieur. Bon, il y a une question à poser. Hmm. Bon, je prends un exemple. Oui. Une entreprise qui a plusieurs succursales dans différentes villes. Mhm. Et il a Abidjan, il a une agence à Boaké, à Yamoussoukro. Mhm. Est-ce préférable Mhm. d'avoir plusieurs tenants au niveau du réseau virtuel ou bien un seul tenant pour pouvoir administrer toutes ces agences? C'est un seul tenant qu'il faut. Un Un, seul tenant. un seul tenant. Maintenant, Oui. les agences là, les agences vont, tout le monde va se connecter au même tenant, c'est tout. Hein? Mm. Voilà, tout le monde par exemple, parce que ceux qui sont à Boaké, Korogo, Man, tout ça, Abidjan, vont utiliser pratiquement Oui. les mêmes services. Je pense Ah, d'accord. voilà. Donc, au lieu d'avoir plusieurs tenants où tu vas payer beaucoup, tu peux avoir un seul serveur, par Oui. exemple, d'application qui est dans le tenant Oui. Azure et tout ce monde-là se connecte au même serveur. Ça revient moins cher que d'avoir plusieurs Oui. tenants. Voilà. Donc, un seul D'accord. tenant. Maintenant, tu peux les interconnecter. C'est-à-dire que tu peux prendre le Oui. réseau Oui. de ta sécurité qui est à Boaké, l'interconnecter à Azure, c'est d'Abidjan, les interconnecter à Azure, Oui.
Même s'il y a des utilisateurs itinérants, depuis leur PC, ils peuvent faire ce qu'on appelle voilà, du VPN client. Tout ça aussi, c'est possible. Voilà. Encore, monsieur. Hmm. OK, merci. Donc, Ça résout ça devient plus facile. c'est pas ça devient, c'est facile, Par puisque là, rapport- voilà, au lieu que ceux de Boaké ou bien, et imagine un instant les interconnexions aujourd'hui. Si tu as une entreprise à Boaké, Oui, une entreprise à Abidjan, Korogo, Man, tout ça, et que oui, tu dois utiliser les solutions qui existent aujourd'hui pour interconnecter, ça coûte très cher. Et puis, effectivement. avec quel débit même aussi. C'est ça. On va te dire 2 mégas, on Oui, va te dire oui. 3 mégas. Tu vois, ça coûte très cher. Ça, c'est Alors que, théorique. comment? Ça, c'est théorique, les 2 mégas. Voilà, Dans la oui, pratique, souvent, c'est moins que ça. voilà. Donc, là, il est mieux d'avoir un seul tenant. Oui, Voilà. Et puis, d'accord, monsieur. tu interconnectes les réseaux. Et puis, les interconnexions, là, tu peux faire Oui, du VPN. C'est que tu oui, fais du VPN entre Abidjan et Azur, VPN entre Boaké et oui. Azur, VPN entre Korogo et Azur, VPN entre Maé et Azur. Tranquille. Tu ne payes rien Ah, de plus, hein. ok, c'est bon. Voilà. Ok, Donc, pour revenir à ce que je disais, d'accord, monsieur. voilà, on a deux types de, de peering. On a le peering global pour interconnecter deux réseaux virtuels de régions différentes. Donc, j'ai pris l'exemple d'un réseau virtuel qui est aux États-Unis et puis d'un autre réseau virtuel qui est en Inde. Mais quand je dois interconnecter deux réseaux virtuels qui sont dans la même région, dans ce cas, on parle de peering régional. Voilà. Donc, pour pouvoir faire le peering, c'est simple. Il faut avoir un réseau virtuel A, un réseau virtuel B et te les interconnecter. Maintenant, ici, sachez que lorsque on va au-delà, tout à l'heure, j'ai dit le peering, c'est entre deux réseaux virtuels. Oui, Quand on va au-delà de deux réseaux virtuels, il y a une autre solution qui doit forcément intervenir. Par exemple, j'ai Abidjan, Boaké, Korogo. Donc, je peux faire un peering entre Abidjan et Boaké. Hum. oui, Voilà. Et puis, je peux faire un peering entre Boaké et Korogo. Maintenant, si je veux, je fais par exemple un peering entre Abidjan et Korogo. Bon, je sais pas. Mais si je veux avoir, je peux dire, une architecture réseau qui répond aux normes, je suis obligé de fonctionner dans le modèle qu'on appelle Hub and Spoke. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de ce modèle-là. Alors, pas encore. voilà, le modèle Hub and Spoke, ça veut dire que dans le hub, comme son nom l'indique, le hub, c'est central. Donc, le réseau qui sera appelé hub, c'est le réseau qui va abriter tous les services ou bien toutes les ressources que les autres auront besoin. Donc, je donne un exemple. Toi, ton entreprise est basée à Abidjan. Abidjan qui est le siège. Donc, le réseau qui est à Abidjan est considéré comme le réseau hub. Tu vois, non? Maintenant, les autres Oui, réseaux dans les autres villes sont considérés comme des SPOC. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se connecter au réseau d'Abidjan pour pouvoir utiliser les ressources ou bien les services. Donc, c'est central avec des éléments externes qui vont se connecter à la centrale. Ça, on appelle le modèle Hub and Spoke. Maintenant, dans ce cas-là, c'est-à-dire que les gars qui sont à Boaké auront un peering chez Abidjan. Les gars de Korogo auront un peering, puisque c'est Abidjan qui est le hub. Les gars de Korogo auront oui, un peering chez Abidjan. Les gars de San Pedro auront un peering chez Abidjan. Donc, chacune des succursales peut se connecter à Abidjan. Maintenant, si le gars de Korogo veut communiquer avec le gars de San Pedro, il fait comment? Je sais pas si tu vois un peu. Puisque c'est oui, Abidjan qui est le hub. Donc, normalement, quand il veut se connecter à une autre succursale, il doit forcément passer par le hub. Et quand il passe par le hub, mhm,
il faut un élément qui va router les communications vers l'autre Spock. Voilà. Donc, par exemple, quand tu regardes l'image qui est là, on a le VNet A qui a un peering sur le VNet Hub. On a le VNet B qui a un peering sur le VNet Hub. Donc, jusque-là, ça va. Maintenant, si un équipement qui est Je ne dans le vois pas VNet, l'image là. tu ne vois pas l'image? Non, non. Donc, qu'est-ce que tu vois alors? Je vois le titre Azure, administrateur des réseaux virtuels. C'est tout ce que tu vois. Oui, je vois. Bon, ok. Le Eh bien, titre seulement, je vois. eh bien. Et ça, tu vois pas? Tu Non, vois je pas? vois pas. Non, non. Ok. Attends, je refais le partage. Alors. Là, ça va? Je vois toujours pas. Oui, ça va venir. Mais quoi? Partage d'écran en pause. Bon, ok, je reprends le partage alors. Je vois maintenant. Voilà. Donc, le... Tu vois maintenant l'image? Oui, je vois l'image. Ok. Donc, le VNet A est connecté au hub. Le VNet B est connecté au hub. Donc, du coup, si le A veut communiquer avec B, le A va transiter par le hub. Et quand il transite par le hub, il faut l'intervention d'un équipement qui va faire le routage. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on parlera de transit. C'est très important de noter ça. Donc, on a le VNet A qui se connecte au hub, le VNet B plutôt qui se connecte au hub. Maintenant, quand le A veut communiquer avec le B, il doit transiter par le hub. Et le transit doit être assuré par une passerelle VPN. Ici, la passerelle VPN, c'est l'équipement d'un routeur, l'équivalent plutôt d'un routeur. C'est bon? Oui. Donc, VNet A transité par le hub pour aller vers B, il faut que au niveau du hub, on ait un routeur qui va faire le transit. Et pour que ce routeur-là puisse faire le transit, ce routeur va se baser sur un subnet qu'on appelle subnet, la gateway subnet, ou bien sous réseau de passerelles. Tout à l'heure, quand on voyait le réseau, j'ai indiqué les subnets particuliers. Donc, on a les subnets ordinaires, et puis on a la gateway subnet, et puis on a le bastion subnet. Donc, ici, va intervenir la gateway subnet pour permettre à notre passerelle VPN de faire le routage des communications de A vers le B en passant par le hub. Et vice-versa, ou bien de B vers A en passant par le hub. C'est bon? Oui. Voilà, très important. Donc, comment on crée le peering? Le peering, je peux dire, c'est l'une des solutions gratuites que Azure peut nous offrir. C'est gratuit. Jusque-là, tout est payant, mais je crois que le peering est gratuit. Voilà. Ça se crée facilement. Ça ne demande pas l'intervention ou bien la nécessité d'avoir d'autres équipements. Non. Voilà. Donc, tu fais créer un peering, tu donnes le nom de ton peering, tu autorises le trafic vers ton réseau distant, tu autorises le trafic venant de ton réseau distant, et puis tu donnes le nom. C'est-à-dire que tu donnes le nom du lien en sortie. Donc, par exemple, c'est VNet A vers B. Ou Oui. bien, le deuxième lien entrant, ça sera VNet, pardon, peering de B vers A, ainsi de suite. Voilà.
C'est la chose la plus simple à configurer. Maintenant, en plus du peering, on a une autre solution qu'on appelle le service chaining, qui joue le même rôle que le peering, qui permet d'interconnecter soit un VNet à un autre VNet en passant par une appliance virtuelle ou bien une passerelle VPN, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Hub and Spoke. Voilà. Pour le routage et les points de terminaison. Alors, il faut noter que dans Azure, on a deux types de routage. Routage, hein, comme on le connaît en réseau là. Donc, on a le routage système. C'est que c'est un type de routage qui ne nécessite pas une configuration au préalable. C'est-à-dire que de manière native, Azure même a déjà prévu un minimum de configuration de sorte à ce que quand tu crées ton réseau, les choses peuvent fonctionner, hein, même si tu ne fais rien. Donc, par exemple, quand tu crées une VM, la VM peut aller sur Internet sans que tu ne fasses un routage. Hein. Les différents subnets peuvent communiquer sans que tu ne fasses un routage, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle le routage système. Donc, le trafic entre les machines virtuelles dans le même sous-réseau, entre les machines virtuelles de différents sous-réseaux dans le même réseau, les flux de données depuis des machines virtuelles vers Internet, communication entre machines virtuelles en utilisant un VPN de réseau virtuel, voilà. Communication de site à site et express route via la page. Donc, toutes ces communications passent de manière, je peux dire, basique, sans intervention humaine, parce que Azure l'a déjà fait. Donc, c'est pour cela qu'on parle de route système. Mais, si nous-mêmes, on veut que les choses fonctionnent autrement, c'est-à-dire que nous-mêmes, on veut modifier certaines choses, rediriger certains trafics, on va créer maintenant ce qu'on appelle des customs, c'est-à-dire des routages customisés. Donc, pour ces routages-là, c'est nous-mêmes qui devons créer notre table de routage. Il faut noter que dans Azure, la table de routage peut être créée comme un fichier qu'on crée, qu'on renseigne, et puis on attache cette table de routage-là à notre équipement réseau qui va faire le routage. Voilà. C'est pas comme sur un routeur Cisco où c'est quand tu tapes les commandes que la table de routage est créée. Non. Ici, tout est en mode plus virtuel. Donc, tu peux créer ta table de routage sous forme de fichier que tu vas attacher à l'équipement qui fait le routage, que ça marche. Simplement. Alors, les points de terminaison, c'est quoi? Si vous avez un réseau à l'intérieur duquel se trouvent des équipements, des ressources, hein, c'est-à-dire que des VM, des bases de données, tout ce que vous voulez, et que vous voulez limiter l'accès à ces ressources-là du point de vue réseau, on va utiliser une solution qu'on appelle point de terminaison, ou bien endpoint services en anglais. Donc, si je veux, par exemple, que vers, ici, on parle de compte, hein, compte de stockage. Donc, ici, la ressource, ici, c'est un compte de stockage, et on veut que toutes les connexions vers ce compte de stockage-là soient autorisées en interne, sauf les connexions venant d'Internet. Voilà. Donc, ici, à gauche, ajouter des points de terminaison, ils ont mis Microsoft Storage, donc c'est un compte de stockage. Et tu vas paramétrer en indiquant les réseaux pour lesquels la connexion est autorisée, les réseaux pour lesquels la connexion n'est pas autorisée. C'est comme tu es dans ton réseau privé, hein, et puis tu dis, par exemple, les adresses IP hein, de 10 à 100 peuvent se connecter à telle machine et les adresses IP de temps à temps ne peuvent pas. C'est la même chose. Voilà. Mais ici, on appelle ça endpoint services. Il y a aussi une autre solution qu'on appelle le private link. Alors, le private link fonctionne comme le mappage de lecteur réseau. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, non.
Alors, le lecteur réseau, ça veut dire que je crée un dossier sur un serveur et je partage ce dossier. Et puis, je veux que ce dossier s'affiche sur mon PC comme un disque dur. Donc, chaque fois que mon PC est connecté au réseau, le dossier que j'ai créé sur mon serveur et que j'ai partagé va s'afficher sur mon PC en local comme un disque dur voilà, de mon PC local. Et donc, je pourrais stocker des données dedans. Mais en réalité, toutes les données que je vais mettre dedans vont se retrouver sur le serveur en question. Voilà. Donc, le private link va permettre de mapper. Hein. Ici, on donne l'exemple de base de données. Donc, il aura une connexion entre la source qui est la VM et la destination qui représente les bases de données. De sorte à ce que si un jour, hein, la connexion entre mon réseau où se trouvent mes serveurs ou bien mes ordinateurs et mon réseau où se trouvent mes bases de données, si la connexion de ces deux réseaux est coupée, grâce au private link, depuis mon réseau où se trouvent mes ordinateurs, je peux toujours accéder à, comment on appelle ça, à ces bases de données-là. Donc, en réalité, quand le private link est activé, les ressources ou bien les bases de données vont s'afficher au niveau des ordinateurs comme des lecteurs, comme des ressources qui sont mappées. Voilà. De sorte à ce que si même le réseau se coupe, ces lecteurs ne disparaissent pas. Alors, la différence ici avec le mappage des lecteurs, c'est que quand un lecteur est mappé, une fois que le réseau est coupé, même étant sur ton PC, tu ne vois plus le lecteur. Ou bien si le lecteur est là, tu vas avoir une croix rouge, tu ne peux pas accéder. Mais dans le cadre du private link, même quand le réseau est coupé, le lecteur qui a été mappé est toujours là. Voilà. Donc, on dit dans le cadre d'un incident de sécurité au sein de votre réseau, seules les ressources mappées, la ressource mappée est accessible. Donc, les ressources mappées restent accessibles même s'il n'y a plus de réseau. C'est ça la différence. C'est bon? Donc, en termes d'interconnexion, la solution qu'on a vue aujourd'hui, c'est le peering. Et en plus du peering, on a euh, le transit en passant par le hub. Donc ici, le lab va nous permettre de voir, de, de configurer des machines virtuelles locales et globales et d'utiliser un peering pour pouvoir tester la connectivité entre ces machines virtuelles-là. Voilà. Donc, ça fait 2 labs et je t'ai pris de pouvoir les faire. C'est très important. Alors, il est exactement 15h46. Bientôt, les hostilités vont commencer. Donc, je vais te laisser aller te préparer. Ah bon, monsieur. C'est bon? Oui, mais monsieur, concernant les